Mes chers collègues, nous reprenons donc nos travaux cet après-midi en recevant M. Pierre Cardot, président de l'autorité de régulation des activités ferroviaires, la RAF, afin de poursuivre donc le cycle d'audition que nous avons commencé de l'ensemble, il faut le savoir, des autorités administratives indépendantes. Un questionnaire détaillé, M. Cardot, vous a été adressé par notre rapporteur, Jacques Mézard, et vous y avez d'ailleurs répondu. Je rappelle que la RAF a été créée par la loi du 8 décembre 2009 afin d'accompagner l'ouverture progressive du marché ferroviaire à la concurrence, et vous êtes l'une des 7 autorités publiques indépendantes répertoriées. La loi précitée crée en fait une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale qui concourt au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Je crois pouvoir dire que les compétences de la RAF ont été renforcées par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et par la transposition de la directive du 21 novembre 2012 qui a établi un espace ferroviaire unique européen. Par ailleurs, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, dite loi Macron, a établi de façon considérable, a étendu, je veux dire, de façon considérable également les compétences de la RAF, qui devient l'ARAFER, autorité de régulation des autorités ferroviaires et routières. Pour lui permettre d'assurer pleinement ses missions, la RAF dispose de larges pouvoirs octroyés par la loi, des pouvoirs d'investigation étendus, un pouvoir réglementaire, supplétifs ainsi que des pouvoirs de sanction des manquements constatés, soit à l'occasion d'une saisine, soit à sa propre initiative. Je rappelle qu'elle peut prononcer des amendes allant jusqu'à 5 du chiffre d'affaires du contrevenant et restreindre l'accès à l'infrastructure. Il est donc indispensable que vous nous présentiez, mais je suis sûr que vous allez le faire, l'étendue de ses compétences actuelles et à venir de la désormais ARAFER. Comme la loi le permet, votre audition, vous le savez, vous connaissez très bien ce formalisme, Monsieur le Président, fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier et sur le site Internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte à la presse et au public, et elle fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, ce formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose donc de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Mézard et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de nous avoir conviés à cette audition. Je pense que vous avez déjà présenté l'essentiel de ce qui a permis de créer la RAF, à savoir la loi ORTF du 8 décembre 2009, qui lui a confié un certain nombre de responsabilités, avec notamment la personnalité morale que vous avez rappelée. Nous sommes une autorité publique indépendante et non pas administrative indépendante, ce qui d'ailleurs permettra de comprendre un certain nombre des missions qui nous sont confiées dans la loi dite Macron aujourd'hui. Nous sommes, l'autorité indépendante, cette autorité a été jugée nécessaire dans la mesure où l'ouverture à la concurrence nécessitait une régulation indépendante. Cette indépendance a été considérée dans les débats qui ont eu lieu en 2009 dans cette enceinte comme étant la clé de voûte de la nouvelle organisation ferroviaire à l'époque, incontournable afin d'assurer une régulation publique, alors même que des entreprises nationales figurent parmi les intervenants du marché. Je cite là des éléments des rapports de messieurs les sénateurs Haenel et Grignon. Ceci dit, cette indépendance, donc, il s'agit de savoir comment organiser la régulation dite indépendante. Ça ne pouvait se faire que par un régulateur vraiment indépendant de l'État, car ce dernier est confronté à de multiples intérêts,
Il est à la fois celui qui édicte les normes, l'actionnaire exclusif du gestionnaire de réseau, à l'époque RFF, et de l'opérateur de transport historique dominant ou en monopole. Et enfin, il est l'autorité organisatrice de transport pour les services ferroviaires nationaux, dit aujourd'hui TET, Train d'équilibre du territoire. C'est donc a priori la solution qui a été choisie pour satisfaire à cette exigence. L'obligation juridique qui ressortait du droit communautaire en l'occurrence n'est qu'une confirmation accessoire pour cette création. En ce qui concerne, je dirais, l'indépendance de la RAF, je peux encore citer le rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat, qui a été quand même à l'origine, dans les débats qui ont eu lieu en 2009, de l'indépendance renforcée du régulateur. Je cite, « La personnalité juridique et l'autonomie financière sont un gage supplémentaire de l'indépendance fonctionnelle de la RAF qui ne sera plus intégrée à la personnalité juridique de l'État. » Et plus loin dans le rapport, l'autorité de régulation des activités ferroviaires disposera de la sorte du plus haut degré d'indépendance dont peut jouir une instance de régulation, ce qui renforcera auprès des acteurs du secteur les garanties d'impartialité des décisions qu'elle sera amenée à prendre. Je crois qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'ajouts à ce qui était proposé au départ dans le texte qui ont permis de renforcer cette indépendance. Je me rappelle de discussions qui ont eu lieu sur le choix du président, ne serait-ce que celui-là, où il était souhaité par le Sénat que ce soit une personnalité qui soit plutôt a priori en fin de carrière, de façon à ne pas avoir envie de bénéficier d'une autre carrière ultérieure. Voilà. Il y avait entre autres ce type de débat qui ont bien voulu affirmer cette indépendance souhaitée pour le régulateur. Alors, je pense que l'indépendance, c'est quelque chose qui peut se juger à l'aune des décisions qui sont prises et de l'expérience que nous avons pu acquérir au bout de 5 ans. Il me semble que si la RAF a été choisie pour réguler aujourd'hui l'ouverture à la concurrence du secteur routier, en tout cas l'ouverture aux autocars, et le contrôle aussi de la tarification, le contrôle économique des autoroutes, c'est probablement parce que cette indépendance est considérée comme, je dirais, normale pour notre autorité. Ceci dit, il faut admettre que autant la régulation routière pour le routier au niveau de l'ouverture à la concurrence des autocars est une chose qui est logique puisque nous acquérons un nouveau mode de transport. Le contrôle des autoroutes sort un tant soit peu d'une action de régulation telle qu'on peut la concevoir pour un régulateur. Ceci dit, la question est de savoir si les moyens correspondent aux ambitions que peut avoir le régulateur. Je pense que la loi nous a donné de nombreux pouvoirs. Vous l'avez rappelé, le pouvoir de sanction. Le fait d'avoir aussi un budget qui est basé sur un prélèvement concernant les péages sur le secteur régulé est une idée qui permet de détacher un tant soit peu les recettes de notre autorité du budget de l'État. Même si, je dirais par certains biais, l'État revient sur ce qui a été au départ décidé, à savoir les 3,7 millièmes qui ont été déterminés pour assurer nos ressources. Donc le fait que ce soit le secteur régulé, c'est encore quelque chose qui permet, je dirais, d'observer qu'il était nécessaire que ce soit vraiment une autorité publique indépendante, car si ça avait été quelque part une administration dépendant de l'État, ce n'était pas possible comme type de financement. Alors le coût de la régulation, on peut en discuter. Il est à mettre en perspective avec le poids et les moyens des entreprises régulées. Il faut quand même rappeler que la RAF a un plafond d'emploi de 62 équivalents temps plein aujourd'hui, qui est à comparer aux 50 000 agents chez SNCF et aux 100 000 chez SNCF Mobilité. Parallèlement, s'il y a une régulation, il faut voir aussi quels bénéfices on peut tirer de cette régulation. Est-ce que c'est simplement un coût pour un contrôle ou est-ce que quelque part, les outils qui sont concédés aux régulateurs, même s'ils sont encore parfois un peu modestes
dans certains domaines, malgré les avancées de la loi de réforme ferroviaire du 4 août. Il faut quand même considérer que la pression que le régulateur peut exercer sur le gestionnaire de l'infrastructure pour maîtriser ses coûts, à savoir cette notion de régulation incitative qu'on essaie de mettre en place progressivement, c'est un élément qui est intéressant, me semble-t-il, et d'autre part, on peut comparer avec d'autres régulateurs. Je peux citer la Grande-Bretagne, qui peut nous donner quelques éléments avec l'Office de régulation, l'ORR, qui est notre homologue. Je serai très bref dans cette comparaison. Ils ont été créés en 1993, nous en 2010. En Grande-Bretagne, il y a 16 093 km de voies ferrées. En France, 29 784. L'intensité d'utilisation du réseau ferré, par contre, n'est pas du tout la même. En nombre de trains par kilomètre de ligne par jour, en Grande-Bretagne, on en est à 92, quand en France, nous n'en sommes qu'à 47. Le nombre d'agents travaillant à l'ORR est de 280. Pour ce qui concerne la RAF, nous sommes, disons, une cinquantaine pour l'instant. Les membres du collège sont 12, nous sommes 7. Eux, ils sont pour 5 ans et nous pour 6 ans. Ils ont un budget annuel de 30 millions de livres, c'est-à-dire 43 millions d'euros environ. Nous, 11 millions. Bon, la question pour nous est de savoir quelles sont les ambitions qu'on souhaite pour la régulation. Ça, c'est une décision qui relève du politique. Ceci dit, on peut constater de temps en temps certaines décisions qui peuvent être contradictoires. En ce qui concerne, par exemple, la localisation du siège de la RAF au Mans, nous sommes la seule autorité indépendante dont le siège ait été fixé par un arrêté ministériel. Je comprends les objectifs d'aménagement du territoire. Je suis un peu moins convaincu de l'intérêt de cette décision par rapport à l'ensemble des régulés à contrôler et tous les acteurs que nous avons à rencontrer de façon régulière. On a besoin, pour fonctionner, d'économistes de haut niveau, de juristes de même, et de différents auditeurs. C'est un petit peu préoccupant, disons qu'on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais autant il serait plutôt aisé de recruter des juniors en province, au Mans, autant ça a été extrêmement difficile d'arriver à recruter dans les délais, la preuve c'est que nous ne sommes toujours pas au complet, des éléments de haut niveau en province. Je pense qu'une partie des populations concernées, résidant en banlieue ou grande banlieue, a donc des difficultés pour rejoindre le Mans et que ça a été un des handicaps que nous avons connus au début. C'est une problématique assez lourde par rapport à, je dirais, notre fonctionnement habituel. Concernant les nouvelles missions, je crois qu'il y a une mission IGF, CGEDD, qui a été annoncée par le gouvernement pour objectiver le besoin de la RAFER, de la future RAFER, mais il y a déjà des voix qui se font entendre pour plaider que la RAFER devrait faire avec les moyens de la RAF. Voilà. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, j'en ai terminé. Je pense que les questions seront les bienvenues maintenant. Mais merci beaucoup de cet exposé très clair et très détaillé. Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente. Vous nous avez parlé, Monsieur le Président, des partenaires européens en nous citant la Grande-Bretagne, mais est-ce qu'il y a en Europe des autorités indépendantes équivalentes à votre autorité? Est-ce que vous avez des relations avec? Je peux vous répondre? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, nous appartenons au club des régulateurs, IRG-Rail, qui comporte aujourd'hui 25 régulateurs dits indépendants, ce qui est plus ou moins vrai, selon qu'ils dépendent plus ou moins de leur ministère. Je pense que l'Italie et la Suède sont ceux qui se rapprochent le plus de nous, compte tenu du fait qu'ils ont une compétence qui est intermodale. L'ORR en Grande-Bretagne a récupéré les autoroutes il y a peu.
L'Italie a l'aérien, en plus. Les autoroutes, ça c'est sûr. Le ferroviaire. Les Pays-Bas ont aussi une activité comme nous, un peu multimodale. Quand nous avons été créés, bon, depuis ça a évolué, mais on était considéré comme étant l'autorité de régulation probablement correspondant le mieux aux standards de l'indépendance, compte tenu du fait que nous n'avions pas un budget dépendant de l'État et de la façon dont les membres du collège étaient nommés. Mais bon, l'Allemagne est différente. Elle a, je dirais, un ensemble de régulations sectorielles qui regroupent au sein d'une agence. Je ne me prononcerai pas, par contre, sur l'indépendance des uns et des autres. Enfin, si j'ai bien compris, hein, vous ne vous prononcez pas, mais vous avez l'air de considérer qu'il y a des autorités, ou en tout cas des structures dans les 25 qui existent, qui ne présentent pas toutes les garanties d'indépendance. Je pense qu'elles n'ont pas toutes les mêmes moyens. Certaines dépendent encore de leur ministère. Les Allemands peuvent recevoir je dirais, pas une injonction, mais de la part du gouvernement, peuvent recevoir un certain nombre d'instructions, ce qui n'est pas notre cas. Parce que vous considérez que pour être indépendant, il faut avoir un budget qui ne dépend pas de l'État. C'est le Sénat lui-même qui a défendu cette hypothèse à l'époque, et je pense que ce n'était pas une mauvaise idée. Ceci dit, c'est important par rapport à l'appréciation que vous pouvez avoir de ce qu'est une autorité indépendante. Disons que le fait que les recettes soient prélevées sur les organismes ou les opérateurs régulés n'est pas une mauvaise idée en soi, me semble-t-il. Non, mais voilà, c'est une opinion. C'est une question, hein, c'est pas, oui. pas non, une appréciation. Je pense que c'était une originalité qui est intéressante. Ceci dit, l'État s'est rattrapé d'une certaine façon quand il a défini un plafond de recettes à 11 millions. À partir de là, si vous voulez, comme nous avions, avec les 3,7 millièmes, finalement un supplément de recettes au-delà des 11 millions, l'État, indirectement, enfin, sans le dire, a généré une taxe qui lui revient, au-dessus des 11 millions. Et en 2014, le taux du droit fixe a été fixé à 0 oui. par un arrêté ministériel. À la demande du collège, car nous avions une trésorerie qui était trop importante. J'ai considéré avec le collège qu'il fallait donc rendre l'argent aux opérateurs. Et comme nous ne pouvions pas le rendre, puisqu'il paraît que si je rends l'argent, c'est une subvention, dans ces conditions, nous avons considéré que le taux zéro était la seule solution, en espérant qu'on n'allait pas nous le maintenir à zéro pendant plusieurs années quand même. Mais je serais sans doute amené, ou mon successeur, à recommencer l'opération ultérieurement. Si j'ai bien compris vos explications, vous avez l'air de considérer, enfin vous considérez que l'implantation du siège d'une autorité indépendante loin de Paris pose problème. Enfin, loin. Tout est relatif pour ceux qui sont beaucoup plus loin. Enfin, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Je considère que si on habite Paris intramuros, ça va, parce que Le Mans est à 1 heure de Paris si tout va bien, plus le métro. Si vous êtes en grande banlieue, ce qui était mon cas, c'est 2h30 le matin, 2h30 le soir. Personnellement, j'ai pris un appartement à Paris à mes frais pour éviter de faire sans arrêt des allers-retours. C'est 5 à 6 heures de transport. J'ai eu le cas d'un jeune polytechnicien qui est resté 2 ans chez nous et qui a craqué au bout de 2 ans. Il avait 5 à 6 heures de transport par jour. Parce qu'il n'envisageait pas de pouvoir habiter au Mans. Il y a le conjoint qui a parfois des fonctions qui font qu'il n'a pas envie d'aller au Mans. Il y a les enfants qui sont scolarisés. Si on parle de gens confirmés, ils sont souvent installés, ont des enfants parfois dans des écoles ou des grandes écoles qui font que manifestement ça coince. Enfin, moi, je ne peux pas vous dire toutes les motivations. Je sais simplement que dès le départ, il y a des gens, quand on leur a expliqué que c'était au Mans, ils ne sont même pas venus aux entretiens d'embauche. Ceci dit, le Mans n'a rien de rébarbatif. Simplement, c'est un problème qui est lié au fait que, bon, si je prends l'exemple du collège, nous avons eu pendant 2 ans Jean Puech, qui était du côté de Rodez. Pour de simples vacations du collège, il est clair que c'était quand même assez difficile pour lui de venir pour une demi-journée ou une journée de collège régulièrement. C'est pas la porte à côté.
Et donc ça veut dire que globalement le collège maintenant est composé essentiellement de gens qui sont issus de la région parisienne, ce qui ne me dérange pas, sauf si on envisage qu'il y ait des représentants qui puissent être aussi de province pour des vacations, soit au collège, soit par ailleurs. Voilà, c'est une remarque. Le recrutement a été handicapé pour ce qui concerne les personnes pour lesquelles nous exigeons beaucoup d'expérience. Pour les jeunes, ça pose aucun problème parce qu'effectivement, l'avantage d'être au Mans, c'est des loyers inférieurs, c'est un niveau de vie, c'est un lieu agréable. Enfin, bon. Non, je ne défends pas particulièrement la ville du Mans. Je pose simplement la question que vous avez soulignée de l'aménagement du territoire et le fait que vous soyez la seule autorité indépendante, autorité publique indépendante ayant son siège en dehors de la capitale. C'est intéressant d'avoir votre opinion et de voir si, ma foi, une généralisation de ces implantations extérieures à l'Île-de-France aurait un intérêt, parce que peut-être que les opinions changeraient. Monsieur le rapporteur, si je puis vous répondre, je pense que tout dépend du niveau de qualification des gens qu'on souhaite pour les autorités. Manifestement, c'est là que ça a été un petit peu un handicap pour nous. Pour le reste, je pense que de s'installer en banlieue ou grande banlieue ne pose pas de problème. Simplement, nos interlocuteurs sont la SNCF qui est en Seine-Saint-Denis, Réseau Ferré de France qui ne va pas tarder à y aller. Les différents opérateurs sont tous en région parisienne. Et pour rejoindre Bruxelles depuis Le Mans, c'est pas tout à fait évident. Et la SNCF ne se déplace pas pour venir nous voir sur Le Mans. Quant aux auditions que nous sommes amenés à mener pour les règlements de différence, c'est pareil, c'est pas évident de déplacer tout le monde au Mans. Voilà, c'est... Donc, bon, cette décision a été prise, on l'assume. Simplement, je souligne les inconvénients que ça peut provoquer, tout en comprenant parfaitement, en tant qu'ancien élu, l'intérêt de l'aménagement du territoire. Oui, c'est ce que l'on nous dit quotidiennement à nous provinciaux. Bon, vous avez, de par la loi Macron, vous allez avoir un élargissement considérable de vos compétences. Considérez-vous que vous allez être en mesure de continuer à fonctionner, qui plus est de manière indépendante, de respecter les délais parce que j'ai lu, vous avez fait une conférence de presse le 10 juillet, donc c'est tout frais, où vous avez considéré que, vous avez dit, nous avons rarement vu une telle vélocité dans la mobilité. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On dirait que la SNCF confond rarement vitesse et précipitation, surtout le premier mot. Mais vous pouvez nous en dire un peu plus ? Simplement, si vous voulez, au départ, j'étais surpris de constater avec le collège qu'on nous demandait d'être opérationnel pour ce qui concerne l'ouverture à la concurrence des autocars le 1er août, sachant que la loi n'était pas votée, que les décrets ne sont pas sortis. Enfin, il y a beaucoup de choses qui manquent et je ne vois pas comment je peux recruter du monde pour faire cette régulation en l'espace de quelques jours. Donc la décision qui a été prise après un arbitrage, me semble-t-il, remettant au 1er octobre cette possibilité, me paraît beaucoup plus sage. Les gens, c'est court, mais on va faire avec. Simplement, vous comprenez, les gens compétents qu'on va être amenés à recruter, déjà au mois d'août, ça va être difficile de pouvoir les faire venir. Ensuite, souvent, ils ont 3 mois de préavis. On va être très juste pour le 1er octobre. Mais on va le faire, on va se débrouiller. J'ai des économistes par ailleurs pour le ferroviaire qui pourront peut-être donner un coup de main, mais ça va... Bon. Pour ce qui concerne les autoroutes, c'est 1er février, c'est déjà plus jouable, si je puis dire. Vous avez dit que vous auriez besoin de 15 millions d'euros annuels pour fonctionner normalement. Ça, c'est une erreur de... C'est avec les nouvelles missions, oui, c'est ça. Oui. Oui, semble-t-il que, d'après un certain nombre d'estimations, on avait consulté un petit peu, il faudrait une dizaine de personnes sur les autocars et les autoroutes, une douzaine, semble-t-il, en supplément. Une trentaine de postes supplémentaires d'ici 2016. 30 ? Ah non, une vingtaine.
Non, une vingtaine Non, suffirait. mais... Simplement, nous n'avons pas atteint les 62 qui étaient prévus pour avaler d'une part nos Ça missions ferait 50 initiales. plus 30, voilà. Oui, C'est une question de présentation, mais le résultat final vu me sous cet paraît angle, être vous le avez même. raison, monsieur le rapporteur. Et vous avez bon espoir d'y arriver, à cette augmentation de budget? Je ferai mon travail de président. Parce que J'essaierai d'être convaincant. Si vous n'y arrivez pas, vous allez faire comment? Je ferai au mieux, comme j'ai toujours fait. Ça, nous n'en doutons pas, monsieur le président. Mais je pense que si on veut une régulation de qualité, si on veut que nos décisions soient respectées des organisations, enfin des opérateurs et des régulés, il est important que nous puissions garantir une qualité dans nos décisions et une doctrine qui apparaisse assez rapidement pour que chacun s'y retrouve. L'idéal étant qu'on ait de moins en moins de règlements différents et besoin d'utiliser notre pouvoir de sanction, parce que l'objectif, c'est qu'on optimise au maximum l'usage du ferroviaire comme du routier. Il va y avoir, je pense, il me semble que les opérateurs français ont été assez prudents en évitant de demander des arrêts qui aient, je dirais, une distance inférieure à 100 km en seuil glissant, ce qui devrait éviter que nous soyons sollicités dans un premier temps par eux. Par contre, concernant les opérateurs étrangers, je n'ai pas d'éléments particuliers d'appréciation pour l'instant. Donc, on va peut-être avoir la SNCF de son côté envisageant d'attendre septembre pour lancer ces opérations. Je pense qu'on va peut-être pouvoir respecter octobre sans trop de difficultés pour ce qui concerne la route. La grande difficulté, c'est qu'une fois qu'on aura passé le cap de la première année où il y aura sans doute pas mal de demandes, ensuite, ça va sûrement se calmer, va se poser le problème des gares routières qui, elles, alors aujourd'hui, c'est le grand désert français et il y a vraiment besoin de mettre une régulation en place pour l'accès, pour la tarification, etc. Sachant que les autorités organisatrices là-dessus auront un grand rôle à jouer. Pour nos besoins, oui. On me rappelle aimablement que effectivement, il y a une mission CGEDD, Inspection Générale des Finances, qui est lancée, que nous devons rencontrer la semaine prochaine, qui va essayer d'évaluer les besoins au plus près. Pour ce qui est des autoroutes, j'avoue qu'on sort un peu du champ de la régulation classique. Là, je dirais le fait que nous soyons une autorité publique indépendante, avec la personnalité morale, justifier le fait que nous puissions récupérer cette responsabilité, puisque je peux rester en justice. Et notamment, puisque nous devons contrôler les appels d'offres et leur validité, ça permet quand même d'avoir effectivement un moyen de pression pour vérifier que les choses se passent bien. Mais comment allez-vous vous articuler avec l'autorité de la concurrence? Nous sommes là pour mettre en place... En matière d'autoroute, elle l'a montré. Elle a d'ailleurs de grandes compétences dans son collège. Oui. L'autorité de la concurrence, elle intervient lorsqu'il y a, je dirais, des marchés qui sont passés et pour lesquels, manifestement, il y a des règles qui n'ont pas été respectées. Nous, on est censé quand même essayer de placer les règles avant, en ex-ante. Eux, ils sont ex-post. De toute façon, dans ce domaine comme dans d'autres, nous avons l'habitude de nous informer, de nous concerter, de façon à ce que chacun reste dans son rôle. Et jusqu'à présent, sincèrement, ça n'a pas posé de problème. Nous communiquons sur la séparation comptable. Nous avons des échanges qui nous permettent de nous prononcer tout en les maintenant informés de ce que nous faisons. Et non, sincèrement, la relation se passe correctement et je pense que pour les autoroutes, il n'y aura pas de problème. Non, mais je ne pense pas que ce soit... Je ne parle pas de conflit, mais est-ce qu'il est vraiment opportun d'avoir plusieurs autorités indépendantes qui aillent s'occuper des autoroutes? Je ne crois pas qu'ils s'occuperont... déjà, nous allons devoir nous prononcer sur l'indépendance des membres des commissions d'appel d'offres. Ce qui n'est pas spécialement le rôle de la concurrence. C'est quelque chose qui me paraît important compte tenu de ce que j'ai pu observer déjà dans le secteur. Oh oui, mais jusqu'au plus haut niveau, oui. Sans doute.
Ensuite, nous allons vérifier qu'en matière de tarification, les évolutions annuelles correspondent bien aux règles qui ont été fixées, sur lesquelles nous n'avons pas à nous prononcer. Nous devons simplement dire les chiffres qui ont été pris sont les bons, etc. Et donc faire les calculs permettant de faire cette régulation économique et de démontrer que s'il y a hausse, elle est justifiée. Ce qui n'était manifestement pas toujours dans les moyens dont disposait le ministère qui en était chargé jusqu'à présent. Les ministères, d'ailleurs. Oui, ça fait quand même... les ministères, comme vous dites, ont un rôle à jouer là-dedans, l'autorité de la concurrence aussi, et votre autorité aussi. Ça finit par, enfin ça c'est une opinion personnelle, par faire beaucoup pour le même secteur. Si j'ai bien compris, l'extension de compétences découlant de la loi Macron, c'était pas initialement prévu. Ça vous j'ai toujours dit que le fait que nous devenions multimodal me paraissait souhaitable, compte tenu du fait que, notamment, le principal opérateur ferroviaire en France est devenu multimodal. La SNCF, Société nationale des chemins de fer, a disparu par la loi du 4 août et est devenue SNCF tout court. On voit bien là, et on voit bien avec le développement des nouveaux modes de transport, que la SNCF s'est emparée du covoiturage, a déjà les autocars, les filiales avec Keolis, il y a Idébus, enfin, donc elle s'est étendue sur plusieurs secteurs, sur différents modes de transport. Il était assez logique d'une certaine façon que le régulateur puisse lui aussi être multimodal, parce qu'il y a peut-être à apprécier de temps en temps les choses d'un secteur par rapport à un autre. En tout cas, on voit bien là que par rapport à l'ouverture à concurrence qui va se réaliser sur la route, nous allons devoir vérifier que les conventions de service public, la plupart du temps celles des TER, ne vont pas être déséquilibrées substantiellement par l'arrivée de la concurrence de l'autocar. Ça va être une grosse partie de notre travail. Donc le côté multimodal me paraît intéressant. C'est pas à moi d'en décider, mais je trouve ça logique. Le fait d'avoir les autoroutes, c'est un choix politique, je ne le remets pas en cause. J'étais un peu surpris, c'est tout. Mais je pense que c'était une solution liée au fait que nous avions une personnalité morale, parce qu'il fallait pouvoir rester en justice et mettre au pénal dans certains cas. On peut le faire. Maintenant, est-ce que c'était à l'autorité de la concurrence ou à nous de le faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre, monsieur le rapporteur. Non, ce qui peut susciter une interrogation, d'ailleurs celle que je posais, c'est le fait que plusieurs autorités indépendantes aillent s'occuper d'un secteur qui est le même. Bon, ça fait beaucoup. Je n'ai pas l'impression, avec ce que prévoit la loi dans notre compétence, que nous nous marchions sur les pieds avec la concurrence là-dessus. Je pense que s'il y a des plaintes par rapport à certaines choses, oui, c'est la concurrence. Mais nous, a priori, on est là pour essayer de mettre en place, contrôler tout ce qui est en amont. Oui, d'accord, mais vous venez quand même de nous dire que vous aviez l'avantage de la personnalité morale, c'était de pouvoir rester en justice. Oui. Donc on n'este pas en justice en amont. Monsieur le Président, vous le savez comme moi, mais en aval. Non, mais c'est simplement si par hasard nous avons... Je suis d'accord avec vous, là je suis ex-post quand je fais cela, mais c'est par rapport à la commission des appels d'offres. Bon, vous nous avez dit très, très sagement que bon, il y avait une décision, il y avait un texte législatif et qu'il convenait de s'y conformer. Excusez-moi. Vous nous avez dit qu'il y avait un texte législatif et qu'il convenait de s'y conformer. Je pense que je suis là pour faire appliquer la loi et l'appliquer, monsieur le rapporteur. Mais quand même, votre indépendance, vous la manifestez vis-à-vis de l'exécutif, puisque le 13 mai dernier, votre autorité de régulation, c'est-à-dire représentée par vous-même, a rendu un avis défavorable au sujet d'un projet de décret prévoyant de modifier son organisation et son fonctionnement. C'est exact, monsieur le rapporteur. Bon, on ne peut que saluer cet esprit d'indépendance, mais vous pouvez nous en dire plus? Je pense que... j'ai toujours eu tendance à une certaine indépendance naturelle. Bon. C'est ce qu'on attend d'une autorité, du président d'une autorité indépendante, sinon ça n'a plus raison. J'ai considéré que la façon dont le décret était rédigé, et le collège était unanime. Je rappelle que, bien que nous ayons été nommés et que le collège ait été renouvelé à 2 reprises,
j'ai toujours l'unanimité dans toutes les décisions. Le fait de nous expliquer comment nous devons faire le rapport d'activité, alors que la loi du 8 décembre 2009 prévoyait effectivement certaines choses par rapport à ce rapport d'activité, qui est un moyen de contrôler l'activité des autorités. La loi de août 2014 est beaucoup moins précise là-dessus, c'est-à-dire qu'elle, manifestement, elle insiste moins sur la façon dont nous devons présenter ce rapport d'activité. Et le décret, à l'inverse de ce que dit la loi, vient renforcer ce que nous devons mettre dedans. Donc, quelque part, pour moi, il y avait une certaine contradiction entre la volonté du législateur qui donnait une certaine souplesse, finalement, au régulateur, et l'exécutif qui, lui, voulait renforcer son contrôle. Il y avait cela, et puis un certain nombre d'autres éléments dans le décret qui ont fait que nous avons réagi, effectivement. Et ce que je constate, c'est que, dans l'ensemble, finalement, le ministère a suivi nos remarques, et en dehors d'un aspect qui est, je crois, c'est avis en cas de silence vaut approbation, où le Conseil d'État a considéré qu'il fallait le maintenir. Pour le reste, le ministère nous a suivis. Donc je pense que nous avons une raison de manifester notre désaccord sur la façon dont nous étions, dont on voulait quelque part un peu trop contrôler. Et en même temps, surtout, ce qui m'inquiétait, c'était l'alourdissement du fonctionnement. C'est-à-dire que sans arrêt des allers-retours d'informations, de documents entre le ministère et nous, et quand moi je leur demande leur avis, ils ne me répondent pas. C'est arrivé une ou deux fois récemment. Donc moi je veux bien sans arrêt demander leur avis. Encore faut-il qu'ils aient les moyens de suivre les propres, je dirais, obligations qu'ils créent. Et manifestement, ils ont du mal, ce que je comprends très bien. Donc bon, on a réussi à se mettre d'accord. Je pense qu'il a fallu qu'on s'explique un peu. Je suis très satisfait de la façon dont le ministère... De toute façon, depuis plus d'un an, j'essaye de faire en sorte, avec l'accord du collège, d'améliorer au maximum les relations avec les services du ministère des Transports, parce que c'est indispensable. Nous avons des rôles qui sont complémentaires. Nous ne sommes pas là pour nous marcher sur les pieds, c'est tout. Nous avons une régulation économique. Eux, ils sont chargés de conseiller, d'étudier la façon dont le schéma de circulation peut être établi, l'aménagement du territoire. Enfin, ils ont des tas d'éléments sur lesquels nous n'avons aucune compétence, pour lesquels, je veux dire, ils ont énormément de travail. Bon, chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Je pense que là, on s'est à peu près mis d'accord sur nos frontières respectives. C'est peut-être moins clair pour la concurrence dans l'esprit, mais en tout cas, avec eux, maintenant, je pense qu'on fait une réunion à peu près tous les 2 mois, le directeur et moi-même, avec nos services, et nous essayons de régler nos problèmes à l'avance et non pas... Donc on essaye d'être ex-ante et non plus ex-post. Ça évitera les déclarations que j'ai été amené à faire il y a quelques mois. Elles sont très intéressantes. D'ailleurs, ce que vous venez de nous dire est quand même relativement inquiétant par rapport au délitement de l'État. Si j'ai bien compris, vous avez obtenu satisfaction, sauf sur les délais. C'est-à-dire que à partir du moment où vous ne respectez pas un délai pour rendre votre décision, vos avis sont réputés favorables, si je résume. L'avis du Conseil d'État, ça. Qui est... Sur le sujet, oui. Enfin, ouais. Parce que sinon, vous n'y étiez pas allé de main morte. Hein. D'ailleurs, ce n'est qu'une constatation, et je dirais que ça peut rassurer par rapport à ce que doit être une autorité indépendante, mais vous avez dit qu'il était nécessaire de supprimer, là je vous cite, tout caractère juridiquement contraignant des délais donnés à l'autorité pour rendre ses avis, c'est-à-dire que les délais, ça vous concerne et ça concerne personne d'autre. Vous avez contesté, et apparemment vous avez eu raison, le fait que le projet de décret prévoyait que vous deviez consulter le gouvernement avant de rendre une décision, un avis ou une recommandation, et que vous deviez transmettre toutes les pièces liées au dossier sur lequel vous étiez saisi. Donc vous avez obtenu la suppression de ces 2 points. Le secret des affaires est une chose que je dois garantir. Si je dois transmettre systématiquement tout ce que me donnent les entreprises dans le cadre de règlements différents, il est bien évident qu'à un moment donné, j'aurai un problème. Donc ça n'était pas compatible avec les obligations que j'ai en matière de secret des affaires, de respect des secrets des affaires, les obligations de réserve que nous avons. Le ministère, étant quand même pas tout à fait à notre place là-dessus. Non, mais
ce que je crois, c'est qu'il faut quand même que vous sachiez qu'il y avait quand même eu 2 réunions préalables avec le directeur adjoint du ministère, moi-même, où nous étions déjà expliqués là-dessus. Et donc, je n'avais pas été suivi lorsque le décret était sorti sur les différentes remarques que nous avions formulées. Bon, à partir de là, effectivement, j'ai réagi à ma façon, mais le collège ne m'a pas désavoué. Non, mais d'accord. J'aurais peut-être pu le faire avec plus de délicatesse, je le reconnais, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, encore une fois, c'est une constatation. Oui. Bon, c'est une constatation que vous avez une personnalité indépendante. L'autorité, l'avenir le démontrera, mais en tout cas, en ce qui vous concerne, ça apparaît, puisque manifestement le gouvernement a cédé. Il a cédé aussi sur le fait, parce que le décret du 10 juillet, a-t-il cédé sur le fait qu'il n'y ait aucun représentant du gouvernement participant aux délibérations de votre collège? Aux délibérations, oui, c'est exact. Parce que comment il y a un certain nombre de discussions pour lesquelles, me semble-t-il, il n'est pas souhaitable qu'il y ait un représentant du gouvernement. La façon dont les membres du collège est nommé me paraît relativement incompatible avec la présence d'un représentant du gouvernement. Ça fausse les débats obligatoirement. Vous avez 2 représentants nommés par le ministère des Transports, 2 représentants nommés par le ministère de Bercy, qui sont des hauts fonctionnaires. Je pense qu'il n'est pas souhaitable que dans certains débats, il y ait la présence du représentant du gouvernement qui assiste à des échanges qui doivent être totalement libres. Oui, enfin, avec les membres... Enfin, avec les nominations, l'origine des nominations dont vous venez de parler, bon, je ne sais pas si c'est... si ça solutionne tout. En tout cas... Non, mais, monsieur le rapporteur, je pense qu'il faut qu'il puisse y avoir des débats libres au sein de l'autorité. Le gouvernement peut avoir un représentant dans un certain nombre de cas de figure, mais pas tout le temps, c'est tout. Ce qui est aussi intéressant, à contrario, c'est je dirais, la vision de l'exécutif, du gouvernement, sur ses rapports avec des autorités dites indépendantes, puisque si ce n'avait point été vous, mais dans ce cas-là, un autre aurait pu accepter que l'autorité ne rende aucune décision, aucun avis, aucune recommandation sans consulter le gouvernement. C'est ce qui vous était demandé. C'était la rédaction initiale du décret. C'est exact. Mais pour ce qui me concerne, j'estime que j'ai des comptes à rendre au Parlement. J'ai bien lu la loi, on m'a installé pour cela, et pas spécialement à l'exécutif. Il y a des choses avec lesquelles je dois travailler en concertation avec eux, mais je n'ai pas à recevoir d'instructions en tant que telle. C'est le Parlement qui est l'autorité à laquelle je dois rendre des comptes. Non, mais encore une fois, hein, c'est un échange. Je pars d'un certain nombre d'éléments que j'ai et qui démontrent que le souhait du gouvernement, c'était en fait que vous soyez moins indépendant que le mot. C'est possible. Je me rappelle d'un débat ici, c'est le Sénat qui l'a tranché le 4 août, avec la loi du 4 août, en commission paritaire sur le haut commissaire du gouvernement présent ou non. C'est le Sénat qui a permis de faire supprimer cette présence au sein du collège. Le Sénat a toujours eu une attention particulière pour le 4 août. Nous avons parlé aussi du fait que dans la loi Macron, il était prévu que le collège décide de la localisation des services de l'autorité en fonction des nécessités de service. Bon. On en a déjà parlé, mais vous entendez modifier la situation actuelle? Le nombre de mètres carrés dont nous disposons est trop important en raison du fait qu'il y a une double localisation. Je ne peux pas la supprimer. Simplement, je vais faire en sorte, et ça prendra un peu de temps parce que j'ai des baux à respecter, d'optimiser l'usage des locaux de façon à ce que l'augmentation des effectifs puisse tenir dans des mètres carrés raisonnables. Sachant que je serai amené sans doute à avoir dans les nouveaux services qui vont être créés un peu plus de présence parisienne qu'antérieurement.
Mais c'était important que cet amendement puisse nous donner une certaine latitude, que nous puissions progressivement adapter nos locaux aux réalités des recrutements et des besoins de la RAF. Oui. Oui, si je peux citer un nom, il me semble, c'est le rapporteur de l'Assemblée. Puisque vous exprimez, et nous ne pouvons qu'être très sensibles positivement, des opinions très directes, est-ce que le mode de désignation des membres du collège vous convient? Non, il ne m'appartient pas d'avoir trop d'opinions là-dessus. Le président... Je ne parle pas des personnes qui y sont, oui. Je parle du système. J'ai regretté simplement, mais bon, je n'avais pas à m'exprimer sur cette question, le fait que le Conseil économique, social et environnemental, qui avait la nomination d'un membre, cette nomination a été supprimée et a été remplacée par la nomination par un ministère. Je ne sais plus si c'est Bercy ou le ministère des Transports qui a récupéré. Ce qui fait qu'avant, nous étions... il y avait 3 représentants du ministère, un représentant de l'Assemblée nationale, un représentant du Sénat et un nommé par le président de la République, c'est-à-dire moi-même. Aujourd'hui, nous en avons 4 qui viennent des ministères. J'ai d'autant plus regretté que celui que nous avait envoyé le Conseil économique et social et environnemental était un chef d'entreprise et que ça me paraissait intéressant d'avoir justement cette présence. Il s'avère que ce monsieur qui était collégien donc a démissionné dès lors qu'il a su que le Conseil économique et social n'avait plus de nomination. Et donc, au lieu d'avoir 2 personnalités à remplacer au collège en septembre, j'ai dû en remplacer 3. Le Sénat, d'ailleurs, aura sa vice-présidence dans 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans. Pour l'instant, c'est un membre collège. Nous n'avons qu'un vice-président, madame, qui a été soumise par le président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut éviter un collège trop nombreux, trop important en nombre. Le fait d'avoir un mélange vacataire et permanent n'est pas inintéressant. Au début, j'étais un peu inquiet, parce que la loi a prévu au départ 5 permanents. D'abord, ça coûte très cher. Bon, il y a différents inconvénients. Il me paraît intéressant d'avoir un renouvellement régulier de gens qui ont des activités diverses, variées, diverses origines. Et bon, on se réunit assez souvent, c'est vrai, et avec la création de l'ARAFER, je pense qu'il va falloir augmenter le nombre de vacations annuelles. Nous nous réunissons, maintenant on va arriver à un rythme assez régulier de une matinée et une journée complète chaque semaine. C'est indispensable pour faire face à tout ce qui va nous être demandé. Oui, vous avez répondu très précisément sur les rémunérations du président et des vice-présidents, qui sont des rémunérations conséquentes, mais ça, oui. Je crois que c'est dans le domaine de la logique. Mais par rapport aux autres membres du collège, est-ce que ça ne pose pas un problème pour justement faire venir d'autres membres? Il est évident que pour des vacations, si vous voulez des collégiens qui habitent très loin en province, ça ne va pas être simple qu'ils acceptent d'être nommés. Donc, a priori, ça limite le recrutement aux environs de la région parisienne. Même pour un permanent, puisque j'ai eu l'expérience, quelqu'un de Toulouse l'a refusé parce que, en même temps, il voulait maintenir ses activités. Alors c'était parce que c'était Toulouse, donc c'est pas la porte à côté. Il n'y a pas encore de ligne à grande vitesse. Mais en dehors de cela, je crois qu'il y avait une volonté d'être à la fois permanent et de maintenir une activité d'enseignement. Ce que je peux comprendre, quand on a la volonté d'enseigner, on n'a pas obligatoirement envie d'arrêter pour une mission de quelques années. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur la question. Une dernière question en l'état sur le fond. Je voyais que en juillet de 2013, lors d'une audition par
la Commission de développement durable de l'Assemblée nationale, vous aviez, je cite un titre de la Gazette, fustigé la mauvaise coordination entre RFF, SNCF Infra et la direction des circulations ferroviaires. Quand vous vous exprimez de cette manière-là, est-ce que ça a des suites? Je n'oserais pas dire que les suites, vous avez la réponse dans la loi du 4 août, mais clairement, pour les opérateurs, le fait d'avoir d'un côté celui qui attribue des sillons, mais qui dépend quand même s'il y a une certaine indépendance, qui est au sein de la SNCF en tant qu'opérateur ferroviaire. De l'autre, l'infrastructure, c'est-à-dire ceux qui entretiennent le réseau, qui le rénovent, voire qui en assurent parfois l'extension, qui sont censés dépendre de RFF, mais qui en réalité sont au sein de l'ensemble de la SNCF Mobilité, il est clair que cette notion de GI, gestionnaire d'infrastructure d'un côté, GID, gestionnaire d'infrastructure délégué de l'autre, c'est une très mauvaise organisation. Ça n'a été créé à une époque que pour ne pas rester longtemps. C'était une préparation, sauf qu'il n'y a jamais eu de suite. Conclusion, on est resté avec des tensions très fortes qui ont provoqué le fait que, par exemple, vous attribuiez des sillons, enfin, DCF attribuait des sillons, et de l'autre côté, alors que les sillons étaient attribués fermes, vous aviez l'infra qui lançait des travaux qui n'étaient pas prévus à ce moment-là. Donc, le sillon, brutalement, ne pouvait plus être utilisé. Et vous avez donc des entreprises ferroviaires qui avaient prévu d'approvisionner des industries, qui se retrouvaient du jour au lendemain, soit obligées d'être déviées. En plus, des fois, ça coûtait plus cher, ce qui était quand même assez peu raisonnable, mais surtout, ça coupait le trafic. Et donc, si on veut expliquer la chute du fret ferroviaire, au-delà du fait que, d'une part, les travaux se font que la nuit, et c'est là qu'on fait rouler le fret. Et deuxièmement, que souvent, ils ont des diagonales qui ne sont pas évidentes sur le réseau ferré, avec des alternances entre réseau électrique et réseau uniquement traversable par diesel. Bon, cette multiplication de complexité, si en plus vous n'êtes pas sûr des sillons, ben, les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, moi, même si c'est plus cher, c'est pas grave, et c'est pas toujours plus cher, je prends la route comme ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit depuis 2000 la chute progressive du fret ferroviaire qui s'accentue, alors qu'a priori, on est censé prioriser le fret en ferroviaire par rapport à la route. Donc, ces dysfonctionnements, on peut espérer que la loi du 4 août, en tout cas dans la nouvelle organisation qu'elle prévoit, où on réunit au sein de ce qu'était RFF, réseau, donc l'infrastructure et la DCF, l'attribution des sillons. Donc là, on peut espérer qu'il y aura une coordination qui vont se parler et qui vont faire en sorte qu'il n'y ait plus ces incohérences qui sont totalement insupportables pour tous les utilisateurs du ferroviaire, que ce soit les industriels, que ce soit les opérateurs de transport. Je pense que là, il y a une avancée. Reste que maintenant, cet outil industriel, il doit progresser. Il faut quand même qu'il soit plus performant et c'est là que nous sommes en train d'essayer de mettre en place la régulation incitative pour aider forcer un peu le réseau ferré de France à être plus efficace au profit de l'utilisation du réseau. Parce que plus il y a d'utilisateurs, plus on a des recettes. Merci. Philippe Leroy avait demandé la parole. Philippe ? Oui, la dernière question répond en grande partie à ma préoccupation sur justement le fret ferroviaire. Tout le monde s'inquiète en France de la nécessité d'avoir des transports écologiquement favorables et supportables. Le transport des transferts de la route vers le fer font partie des grandes préoccupations nationales. Et par ailleurs, l'ouverture à la concurrence sur l'ensemble du réseau pour les trains de marchandises, enfin pour les marchandises et l'ouverture à la concurrence européenne, vont dans le même sens. Alors vous avez répondu, et c'était intéressant, techniquement pour la première fois, sur des questions techniques et non plus sur des questions juridiques concernant votre autorité. Ce qui intéresse aussi le particulier, enfin ou le citoyen, c'est bien sûr le mode de fonctionnement des autorités, mais leur utilité au-delà des aspects juridiques. On peut donc espérer que vous jouerez un rôle incitatif, et vous l'indiquez, et vous pourriez peut-être nous en reparler un peu, sur ces transferts de la route vers le fer, leur compatibilité avec
d'autres modes de transport, et notamment la priorité qu'on donne aux voyageurs. Mais tout ça, c'est assez déterminant. Votre autorité a, à mes yeux, que de valeur que si elle permet à la fois, évidemment, de contrôler la qualité juridique des décisions qui sont prises, mais aussi de leur efficacité économique. Et en matière de fret, il serait intéressant d'avoir un peu les réflexions que vous développez, notamment sur ce que font les étrangers aussi. Les Allemands nous dament le pion en matière de fret ferroviaire, alors que leur réseau est moins dense que le nôtre, si j'ai bonne connaissance. Voilà, c'est une première question. Enfin, c'est une question technique. Une autre question technique concerne les transports, la multimodalité. Est-ce que vous étiez déjà responsable des filiales SNCF s'occupant énormément de transports sur route? Désormais, vous allez l'être, je pense, et vous allez avoir à juger de la compétition entre les sociétés filiales de SNCF qui font du transport sur route, de vos transports de voyageurs aussi sur route par car. Mais pour moi, j'ai une espèce d'obsession sur le transport de marchandises. C'est à mes yeux quelque chose d'important. Alors, une question subsidiaire. On vient de voir nos amis dunkerquois et calaisiens, je ne sais plus, soumis aux affres des conflits entre le tunnel et les bateaux. Est-ce que vous allez être amené à regarder aussi sur ce qui se passe entre la régulation transport, au moins dans la traversée de la Manche? Voilà, c'est ces questions techniques qui m'intéressent beaucoup. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Sénateur, donc la chute du fret ferroviaire en France date non pas de la date de l'ouverture à la concurrence du fret, mais bien avant, dès l'an 2000, on observe une chute régulière du fret ferroviaire et plus particulièrement, malgré l'ouverture à la concurrence, ça continue avec une chute régulière du fret ferroviaire qui semble s'être un peu ralenti au niveau de fret SNCF depuis un an. Et paradoxalement, une progression de la concurrence au sein du fret ferroviaire en France qui a été extrêmement rapide par rapport à d'autres pays. On doit atteindre maintenant 35%. Bon, on a dépassé 30. 30, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi. C'est une progression très rapide, beaucoup plus rapide que celle qu'a connue l'Allemagne, par exemple. Ceci dit, ce n'est pas pour autant très satisfaisant. Plusieurs choses expliquent la chute du fret. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la qualité des sillons. C'est ce que nous attachons à essayer d'améliorer. C'est-à-dire qu'on a vraiment une action qu'apprécie moyennement Réseau Ferré de France, mais son président est tout à fait conscient du fait que nous lui sommes utiles dans la mesure où ce que nous exprimons, soit lors de règlements différents, puisque c'est une occasion... Pardon, excusez-moi. Donc, ce que nous exprimons régulièrement à l'occasion des différends que nous avons à régler et qui font apparaître ces dysfonctionnements, nous donne les moyens juridiques de pousser à la roue Réseau Ferré pour essayer d'optimiser leur fonctionnement. Bon. Ça prendra du temps, mais ça progresse. En tout cas, la fiabilité des sillons aujourd'hui progresse. Le deuxième problème, c'est la qualité du réseau en lui-même. Il y a eu des efforts de fait récemment sur le réseau en termes d'investissement, sauf que ce qu'on constate, c'est qu'une partie du réseau qui a été améliorée, c'est le réseau de 7 à 9, c'est-à-dire le petit réseau qui n'est pas très utilisé. Pourquoi? Parce que c'était cofinancé par les autorités organisatrices, c'est-à-dire les régions. Dans ces conditions, c'était plus facile pour Réseau Ferré de France de réaliser. Et en même temps, il y avait moins de circulation dessus, donc on pouvait faire des travaux plus facilement. Sauf que la priorité, c'est pas ça. Aujourd'hui, on voit bien que sur la région parisienne, on est coincé. Et moi, enfin, ce que j'entends des discussions qu'on a en collège et des auditions que nous réalisons, c'est que la priorité, c'est quand même bien d'abord la région parisienne, qui a un réseau qui est dans un état, qui est saturé d'abord et qui est dans un état
extrêmement préoccupant, mais ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer, ça a été dit et redit récemment. Deuxièmement, la priorité me semblerait être de régler le problème des nœuds ferroviaires qu'on a autour de Paris, de Lyon, de Bordeaux. Il y a un certain nombre de nœuds ferroviaires et la priorité des investissements, tant intellectuels que financiers, doit être les nœuds ferroviaires. Parce que c'est à partir de là que ça coince, et notamment pour le fret. Le fait de lancer différents projets et de lancer des études sur des projets futurs dont on ne sait même pas s'ils vont être réalisés me paraît extrêmement dangereux. Je veux dire par là que la matière grise intellectuelle à Réseau Ferré de France, elle n'est pas divisible à l'infini. Et on ne peut pas les lancer à la fois sur des urgences et en même temps leur demander des choses pour l'avenir dont on ne sait même pas si elles se feront. Je pense que là-dessus, alors ce n'est pas moi qui en décide, c'est simplement là, c'est politique. Il faut peut-être essayer d'éviter de les faire se disperser au motif qu'on veut satisfaire un tel, un tel, un tel. En tout cas, on veut les faire attendre, sauf qu'en les faisant attendre, on utilise une matière grise à des fins qui ne sont pas la priorité. Je ne sais pas si je suis clair. En tout cas, ça me paraît être quelque chose qui handicape le vrai fonctionnement de Réseau Ferré de France et l'efficacité de son président. Réseau SNCF. SNCF Réseau, pardon. Voilà, donc les Allemands, ils ont un réseau qui est quand même pas en si mauvais état. L'intérêt pour eux, c'est que les centres industriels sont répartis sur le territoire de façon très différente de nous, avec des distances entre les grands pôles qui ne sont pas immenses. Nous, on a des pôles industriels importants et puis une sorte de désert autour. Donc, ce n'est pas très facile non plus de faire en sorte que le fret évolue. Et puis, il va falloir aussi qu'à un moment donné, des décisions soient prises sur le réseau tout à fait secondaire. Est-ce qu'on le maintient en totalité? Est-ce qu'on maintient autant de dizaines de milliers de kilomètres sur le territoire français, ou est-ce qu'on essaye de rationaliser en limitant le nombre de kilomètres à entretenir? Est-ce qu'on laisse certains opérateurs qui le souhaitent, certaines industries qui préfèrent non pas privatiser certaines parties de réseau, mais en tout cas les remettre en état elles-mêmes et en assurer la gestion avec des normes qui sont différentes de RFF, enfin de Réseau Ferré de France? Il y a toutes ces questions qui sont politiques auxquelles il doit être apporté réponse pour fluidifier un petit peu l'usage du réseau. Pour ce qui concerne la concurrence du routier, nous n'intervenons pas sur le fret routier puisqu'il est totalement libre. Il n'y a donc pas de régulation. Il en est de même pour les navires. Pour l'instant, nous n'avons pas compétence sur les bateaux. La seule chose que nous avons, c'est de par le recast, enfin la réforme du premier paquet ferroviaire, c'est que nous récupérons à terme la régulation économique du tunnel sous la Manche pour la partie française, qui ne sera à terme plus de la compétence de la CIG lorsque il aura été décidé de régler le problème législatif qui pour l'instant n'est pas réglé, à savoir qui a la compétence de quoi. Parce que c'est un traité binational et ce n'est pas uniquement un décret qui va pouvoir régler le problème. Si je comprends bien, votre autorité, et je le souhaite d'ailleurs, au-delà de ses prérogatives de contrôle de forme juridique et de régularité juridique, peut avoir un rôle incitatif oui. Dans les conflits ferroviaires essentiellement, portant sur les transports de marchandises. Oui, les règlements de différend, monsieur le sénateur, nous permettent d'appréhender de façon très concrète les difficultés des opérateurs, puisqu'ils déposent plainte, soit parce que, contre réseau ou contre un autre opérateur, la SNCF, et ça nous permet de faire vraiment, de prendre connaissance, parce qu'il y a quand même une instruction par les services qui est conséquente, et le règlement de différend est l'occasion d'abord, puisque nous avons l'obligation du contradictoire, que chacun s'exprime, ça fait bien ressortir les problèmes, et derrière, nous prenons évidemment un certain nombre de décisions qui s'imposent. Parce que le règlement de différend a un avantage pour nous, c'est que les décisions qu'on prend s'imposent. Alors, il arrive parfois qu'il y ait une discussion avant qui fasse qu'il y ait une sorte de médiation qui peut être réalisée. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont des éléments très importants de notre activité. Le règlement de différend nous fait progresser et amène les opérateurs et surtout le gestionnaire du réseau à progresser. Et nous voulons une gestion, une régulation incitative qui soit mise en place. Nous avons lancé des concertations aussi, parce que ça, on a
pas que les règlements différents quand même, on a des concertations qu'on lance de façon à avoir l'avis des différents opérateurs et acteurs du réseau ferroviaire pour connaître un petit peu les évolutions qu'ils souhaitent. Et je ne sais plus combien on en a lancé déjà, 5, 6 des consultations 9. Bon. À chaque fois, on apprend un certain nombre de choses et au moins on peut appuyer nos décisions sur la volonté des acteurs de terrain. Bon, ils ne sont pas toujours d'accord. On essaye de faire des synthèses. Donc, tout ça progresse. Et puis, nous, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir avoir une expertise de laquelle nous dégageons une doctrine qui ferait que les opérateurs du ferroviaire sachent exactement, à partir de cette doctrine, comment ils doivent se comporter, parce qu'ils savent quelle sera la réaction du régulateur, ce qui évite d'arriver souvent en règlement différent. Et nous souhaitons aussi que l'ensemble des acteurs, y compris politiques cette fois, aient une vision objective de la situation du système ferroviaire, et non pas une vision qui soit donnée uniquement par le monopole. Parce que, automatiquement, s'ils sont jugés partis, ce n'est pas évident. Donc nous créons, à partir de l'année prochaine, c'est ce que nous voulons mettre en place, un observatoire des transports qui va permettre effectivement de mettre à disposition des acteurs et du politique des éléments lui permettant, je dirais, d'avoir une vision complète du secteur des transports, ferroviaire bien sûr, mais routier aussi, avec des comparaisons au niveau européen, afin que d'un côté les opérateurs puissent avoir ces éléments, mais de l'autre, alors bien sûr on respectera le secret des affaires, et de l'autre que le politique puisse avoir les éléments objectifs lui permettant de prendre les décisions en toute connaissance de cause et non pas uniquement avec une vision partielle qui pourrait lui être communiquée par tel ou tel acteur. Il nous semble que c'est notre rôle. Une tendance actuelle pour certaines autorités qui rejoignent les aspects, les demandes du citoyen. Je ne prendrai que l'exemple, par exemple, de l'ARCEP, qui, au-delà de ses missions classiques, puisque l'ARCEP a une existence antérieure à la vôtre, mais va désormais développer un observatoire. On peut d'ailleurs s'étonner que l'ARCEP ait mis autant de temps pour nous donner un observatoire objectif, ne serait-ce que de l'état des liaisons au téléphone mobile, d'une carte de France nous indiquant comment marchent les communications mobiles. Je ne parle pas des liaisons fixes, mais qui devront faire également l'objet d'un observatoire. C'est donc important. Et c'est le meilleur compte-rendu qu'on peut donner au Parlement, d'ailleurs, c'est de donner un observatoire de ce qui se passe sur une observation indépendante sur ce qui se passe dans un système économique. Alors, à ce propos, moi, je suis peut-être un mauvais sénateur. Je n'ai pas encore vu de rapport venant de votre autorité au Parlement SADE. Il y en a eu, il doit y en avoir un annuel, je pense. Comment ça se passe? Il y en a eu chaque année. Oui, non, mais je suis un mauvais sénateur là-dessus. Mais c'est vrai. Mais Voilà, merci. Merci. Yves Colomba, souhaitez vous interroger, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous demande d'abord d'excuser le caractère peut-être incongru de ma question. Est-ce qu'il y a un marché ferroviaire? Il y a un marché des automobiles, enfin, etc. Mais est-ce qu'il y a un marché ferroviaire? Autrement dit, pour que je vous livre toute ma pensée, pas très orthodoxe, est-ce que ça a un sens de vouloir installer une concurrence artificielle dans ce domaine-là? Jusqu'à présent, si je vous suis, et d'ailleurs c'était un peu mon sentiment, ce qu'on a gagné, notamment sur des problèmes aussi importants que le développement du fret, c'est-à-dire essayer de concilier le développement de l'économie avec avec la protection de l'environnement, c'est pas terrible. S'agissant des investissements, ils ont l'air toujours un peu à la traîne, et c'est pas spécial à la France d'ailleurs, parce que je crois savoir, si je me trompe, vous me le direz, qu'en Allemagne, c'est pas terrible non plus. Et puis, en matière de concurrence, je crois que surtout le résultat, c'est la diversification du monopole de la SNCF, quel que soit le nom sous lequel on entend ça.
D'autre part, à une époque, ils ont abandonné apparemment, quand j'entendais un projet d'Air France de faire rouler des autobus. Je me disais, puis il faudrait peut-être mieux de s'occuper de leurs avions, de les faire arriver à l'heure. Donc, si vous voulez, bon, vous êtes à ce poste, vous essayez de faire au mieux votre travail, mais il faut imaginer Sisyphe heureux, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment ça a un sens ? Il ne m'appartient pas d'en juger. On a créé cette structure compte tenu du fait qu'il y avait une ouverture à la concurrence et qu'on ne peut pas la laisser se faire n'importe comment. Il faut un régulateur qui mette un certain nombre de barrières, qui établisse des règles pour que chacun s'y retrouve. Est-ce qu'il y a un marché ferroviaire? Alors, je suppose que vous parlez du marché des opérateurs ferroviaires, pas de Alstom ou de Siemens sur le matériel ferroviaire, même si ça en dépend. Voilà, des gens qui opèrent justement dans le transport, quoi. Bien, il y a plusieurs segments, mais ça, bon, j'ai à côté de moi quelqu'un qui ne pourra pas s'exprimer, mais qui est beaucoup plus compétent que moi en matière économique. Il y a différents marchés ferroviaires, mais différents segments de marché, oui. Bon, la question est de savoir comment les différents acteurs veulent prendre ces marchés. Il y a eu différents handicaps j'en ai évoqué un certain nombre, qui ont fait que le marché ferroviaire, qui aurait dû se développer avec les différentes aides qui ont été créées, notamment l'engagement national pour le fret ferroviaire, bon, on voit bien, ça n'a pas suffi pour endiguer la chute de l'activité de fret ferroviaire. Ceci dit, la concurrence, pour moi, n'a jamais été un but, ce n'est qu'un moyen. Un moyen de quoi? De mettre en concurrence un opérateur monopolistique qui, finalement, peut faire les choses un peu comme il le veut, sans pour autant qu'il y ait, je dirais, quelque chose qui le menace. La concurrence, c'est amener un opérateur historique à se remettre en cause et à essayer d'être un peu plus performant, d'offrir une meilleure qualité de service, si possible avec un coût inférieur pour la collectivité, etc., un meilleur rapport pour l'usager. Bon, ça c'est la théorie. S'il n'y a pas de concurrence... Oui, effectivement. Mais est-ce que c'est possible? Oui. C'est ça le problème. Tout le monde ne va pas tirer ses réseaux quand même. Je constate une chose, c'est que la SNCF réussit à être extrêmement performante à l'étranger. Où là, elle conquiert des parts de marché, elle prend, que ce soit elle ou que ce soit ses filiales, enfin, même sur le routier avec Keolis. Et en France, elle en perd, tout en ayant quand même encore une position très dominante. Donc, je pense que là, elle est soumise à la concurrence qui est quand même très violente en Allemagne et dans bien des pays, et elle conquiert des marchés, elle va même dans d'autres pays. Et là, en France, il n'y a pas cette capacité, ce sentiment, une volonté de conquérir. Voilà. Il n'y a pas la même pugnacité. Donc, elle ne finance pas est-ce qu'elle ne finance pas son développement extérieur par son monopole intérieur? C'est assez courant quand même dans la... Alors peut-être que je me trompe, hein, mais ça a été dans beaucoup de domaines. On se fait du gras sur le monopole, et puis ça nous permet de faire des prix ailleurs. Je ne sais pas si c'est le cas. Hein, C'est ce qui est reproché en Allemagne, mais je ne sais pas si c'est fondé. En ce qui nous concerne, nous avons pour cela une mission qui nous est confiée, qui est de réaliser des séparations comptables, puisqu'il y a deux choses qui sont totalement interdites. C'est qu'une activité subventionnée vienne en financer une autre, ou qu'une activité subventionnée vienne financer une activité soumise à la concurrence. C'est pour ça que nous devons faire on a fait la séparation comptable de Gares et Connexions, qu'il va y avoir la séparation de fret ferroviaire, des TER, des TET, etc., de façon à ce que les choses soient bien claires et que les flux financiers soient correctement détectés. Ce qui n'est pas simple. Pour Gares et Connexions, on a mis 2 ans. Pour la suite, nous verrons. Mais je constate que la SNCF peut être très dynamique, mais hors de l'Hexagone. Monsieur le rapporteur, il est possible que vous ayez raison. Je crois que nous sommes compris. Mais ça n'est pas de la compétence du régulateur. Jean-Louis Touraine. Oui, Monsieur le Président, 2 ou 3 observations et questions en même temps. La première question porte sur l'indépendance financière qui vous donnerait une indépendance totale, juridique et autre. Pour autant, d'après ce que je sais,
certes, vous êtes financé par un prélèvement sur les redevances d'autoroute. Pour autant, c'est toujours l'exécutif qui fait des propositions pour que le montant prélevé soit effectué. C'est-à-dire que la loi peut très bien revenir sur... Par conséquent, soit c'est directement le budget, mais c'est toujours la loi de finances, ou c'est un taux qui est prélevé sur les redevances, et par conséquent, c'est toujours la loi qui décide en l'occurrence, ce qui relativise malgré tout, me semble-t-il, l'indépendance qui s'attache à vos recettes. Deuxième observation, j'ai été un peu effaré. Lorsque vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de salut hors de Paris. Il n'y avait pas de salut et il n'y avait pas de possibilité de recrutement de personnalités dont l'expertise était suffisante, hors de Paris. Moi, je suis de Bretagne. J'y vois une forme de mépris. J'espère que ça n'est pas le fond de votre pensée. D'autre part, vous nous dites les réseaux sont saturés sur la région parisienne. Nous ne sommes pas comme en Allemagne, nous n'avons pas un certain nombre de pôles qui soient des pôles suffisamment développés et attractifs pour justifier. Mais si on continue, si on va dans votre logique qui consiste à dire que tout doit se faire sur Paris, inévitablement, vous allez saturer l'ensemble des liaisons sur Paris. Et d'autre part, il faut aussi mesurer les conséquences de la logique dans laquelle vous vous inscrivez, à savoir la pollution de l'air. Il y a des jours à Paris où on circule, où une voiture sur deux peut circuler. Est-ce que toutes les conséquences de la logique que vous poursuivez ont été mesurées? Et je redoute ce discours, parce que il n'y a pas que le vôtre. C'est le discours permanent qui consiste à dire il faut être auprès de ceux avec qui on a des relations, de ceux avec qui on a des contacts. Comme si les technologies modernes ne permettaient pas des relations qui sont aujourd'hui entre des gens qui sont très éloignés. C'est redoutable ce que vous dites. Je voudrais que ce soit mesuré, que vous, et je sais à qui je parle, un ancien élu également, qui devrait avoir la pleine conscience des conséquences des propos qu'il tient. Et puis sur le fret. Je pense qu'effectivement, il y a sûrement des blocages, mais il y a également de la part de la SNCF une volonté manifeste depuis des années de privilégier le transport des voyageurs. Les sillons fret sont, vous l'avez dit, dysfonctionnent. Et d'autre part, nous n'avons pas sur notre territoire les moyens matériels de favoriser ce développement-là. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir de rupture de charge entre le camion et le train. Et par conséquent, il faut du matériel adapté qui permette de mettre le camion sur le train. Et deuxièmement, nous n'avons pas non plus les infrastructures qui permettraient de développer le fret. Et puis le manque de souplesse aussi, parce que ça ne fonctionne que si le train est complet. Il y a une rigidité totale, alors que la SNCF a montré au cours des années qu'elle est capable d'apporter de la souplesse pour le transport des voyageurs. En clair, on a abandonné tout ce secteur-là parce qu'on a considéré sans doute à une période que ça n'était pas la priorité, mais nous en payons aujourd'hui les conséquences. Et la question, c'est comment peut-on aujourd'hui modifier ce type de choses, s'orienter de façon beaucoup plus délibérée dans le développement durable? Quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour essayer de rattraper notre retard? Bien. Monsieur le sénateur, il ne faut pas confondre ce que je dis comme étant une observation d'une réalité et ce que je souhaite, un peu différent. Nous, on a joué le jeu. Simplement, on n'a pas recruté. Je suis resté très longtemps avec moins de 40 personnes à l'effectif. Ça fait 5 ans qu'on est créé, on atteint à peine les 50 et encore on n'y est presque pas. C'est pas moi qui... Moi, je recrute. Je note que je n'ai pas de difficulté à avoir des jeunes brillants, certes, mais qui ne sont pas des seniors, qui peuvent se déplacer effectivement, encore que j'en ai encore beaucoup en région parisienne, et j'ai du mal à avoir en recrutement des gens qui acceptent d'aller travailler au Mans. C'est tout. Je n'en dis pas plus. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, on a joué le jeu. Simplement, j'ai été obligé de prendre un établissement sur Paris, et j'ai des gens qui font du pendulaire tous les jours.
dans les deux sens. Une intervention. Lorsque on a une volonté manifeste d'obtenir qu'il y ait des possibilités de recrutement sur l'ensemble du territoire, dans ce cas, on adapte ces moyens de fonctionnement. Vous nous avez dit qu'aujourd'hui, vous avez une demi-journée de réunion par semaine. Effectivement, qui voulez-vous qui vienne de Marseille pour une demi-journée? Et vous nous avez dit qu'avec la RAFER, vous aurez une journée et demie par semaine. Mais il n'est pas possible d'adapter le fonctionnement et, par exemple, d'avoir une réunion une semaine tous les mois. Est-ce que ça n'est pas possible? Est-ce que vous ne pouvez pas adapter vos modalités de fonctionnement à la volonté qui serait la vôtre d'avoir un recrutement qui soit sur l'ensemble du territoire? Oui, il ne faut pas confondre le collège qui se réunit, qui prend les décisions, etc., avec les salariés, qui sont d'ailleurs en recrutement du secrétaire général et non pas du président. Donc moi, j'ai une totale distance par rapport à ça. Je n'ai qu'une nomination à faire, celle du secrétaire général. C'est la seule chose qui dépend de moi. Tout le reste, le recrutement dépend du secrétariat général. On a pris des cabinets de recrutement, on a essayé beaucoup de choses. Je suis désolé, voilà le résultat. Point. Je suis pour l'aménagement du territoire. Simplement, tous les décideurs sont ici et on constate qu'en plus, ils ne se déplacent pas facilement. Bon. Pour ce qui est des vacataires du collège, bon, ça, je comprends. Mais déjà, on regroupe effectivement une journée et demie, un mardi matin et un mercredi. Pour le reste, le gros des services, c'est-à-dire 50 personnes, ben ceux-là, l'état du recrutement, bon, il est... Concernant la notion de souplesse, le train complet, ce n'est pas ma décision, ça, c'est l'opérateur historique qui a décidé qu'il ferait du train complet, qu'il arrêterait le wagon isolé. Décision qui doit sans doute s'expliquer parce qu'il considérait que le wagon isolé était très déficitaire, ce que je peux comprendre, sauf qu'en Allemagne, effectivement, mais ça doit être lié à l'organisation industrielle, c'est le wagon isolé qui fait quand même une grosse partie du marché. Mais je pense que c'est lié au positionnement des pôles sur le territoire et on n'a pas du tout la même organisation. Mais ça, c'est une décision de l'opérateur national qui, je vous le rappelle, dépend de l'État, qui est quand même assez présent dans son conseil d'administration. Moi, je ne peux qu'observer cette décision qui a, a priori, limité le déficit. En tout cas, c'est ce qu'on observe pour fret ferroviaire récemment, sans pour autant augmenter le chiffre d'affaires. Merci. Monsieur le rapporteur, pour une dernière question, une conclusion? Pour une conclusion, je ne sais pas, mais vous nous avez indiqué les conditions dans lesquelles vous étiez amené aujourd'hui à, de par la loi Macron, à vous occuper des autoroutes. Et puis on a beaucoup parlé d'indépendance. Et alors, en regardant, vous savez, j'ai une petite marotte dans cette commission d'enquête, c'est de lire avec intérêt les curriculum vitae des membres des collèges. Et je constate que vous avez une membre du collège qui est, depuis 2012, membre de votre collège, et qui, en janvier 2015, a été nommée coordonnatrice du groupe de travail sur l'avenir des concessions autoroutières mis en place par le Premier ministre Manuel Valls. Alors, au niveau de l'indépendance, je me demande si c'est le top du top, et deuxièmement, si c'est pas un peu à l'origine de ce qui est ensuite arrivé par rapport à l'extension de vos compétences par la loi Macron. Mais peut-être ai-je mauvais esprit. Monsieur Colomba, vous êtes prié de ne pas... La question ne s'adresse pas à Monsieur Colomba. C'est une question? C'est une question, Monsieur le Président. Oui. Concernant ce membre du collège qui a été nommé effectivement depuis 2012, effectivement, j'ai vu qu'elle était coordinatrice du groupe de travail sur les autoroutes. Ceci dit, je ne suis pas persuadé que ce soit grâce à elle que grâce à cela que nous ayons récupéré cette compétence. Voilà, donc je pense que c'est... Oui, la nomination est vraiment compatible avec l'indépendance. Pour l'instant, je ne suis pas en compétence sur ce secteur. Je sais simplement que nous avons mis au point, et nous sommes en train de l'améliorer, un code de déontologie et un certain nombre d'éléments de ce type. Monsieur le Président, vous nous avez démontré que vous aviez l'habitude de dire les choses telles que. Moi aussi. Et donc, votre réponse, d'ailleurs,
une partie du silence de votre réponse me paraît être une réponse. Mais vous comprendrez qu'après tout ce que, et je ne doute aucunement de votre, à la fois de votre volonté d'indépendance et du fait que vous y arrivez. Mais vous comprendrez que je trouve cela anormal. Monsieur le rapporteur, vous avez votre analyse. En ce qui me concerne, j'observe les choses. Et si un jour il devait y avoir une réaction, je l'aurai. Et pour l'instant, je peux vous garantir une seule chose. C'est quelle que soit la position de tel ou tel membre du collège, je ferai en sorte de garantir l'indépendance de ces décisions. Mais ça, je vous entends, Monsieur le Président. Mais... Et si nécessaire, il y aura des ports. Mais vous ne pouvez quand même pas vous étonner du fait que je pose ce type de questions. Ah, je ne m'en étonne pas. Bon, parce que ça pose un réel problème. C'est évident que dans ce type de collège, en plus, il y a quand même une distinction très, très forte entre le président et les vice-présidents, qui ont, je l'ai dit, une rémunération conséquente, et moi ça ne me choque pas personnellement, et puis les autres membres du collège qui sont rémunérés à 250 € la séance, hein, si j'ai bien compris. La demi-journée, oui. La demi-journée, oui. Alors, plus pour sans qu'il y ait de... Comme les experts judiciaires, eux, ils prennent une demi-journée pour le transport, pas dans ces cas-là, pas pour les membres du collège. Mais bon, il y a déjà donc une distorsion considérable entre les membres du collège. Mais ensuite, quand on est membre du collège et qu'on accepte ce type de mission, il est bien évident que ça ne peut avoir que des conséquences sur le fonctionnement de l'autorité. Je le dis tel que je le pense. Le problème qui s'est posé une fois a été que un des membres du collège était administrateur d'un port, ce qui posait un problème, puisqu'il peut y avoir un aspect régulé. Personne n'a démissionné. Donc je verrai à l'avenir comment les choses se passent, puisque je n'ai compétence qu'au 1er février. Non mais là, oui, non mais Monsieur le Président, là, le problème, c'est pas une question de, je dirais même de conflit d'intérêts. Je dirais que c'est plutôt déontologique par rapport à l'indépendance. Je vois mal comment on peut être membre du collège, être nommé par le Premier ministre coordonnatrice du groupe de travail sur l'avenir des concessions autoritaires et ne pas considérer d'une vue extérieure que l'extension ensuite des missions de votre autorité indépendante ait pu découler de cette coordination. Ce n'est pas une certitude, hein, c'est ce que l'on peut penser avec la corrélation des dates. Je ne sais pas s'il y a un lien, sincèrement. J'observerai avec intérêt ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que c'est l'autorité de la concurrence qui a souhaité que nous récupérions cette responsabilité. Je pensais, quant à moi, qu'elle allait la conserver pour elle. Donc j'étais un peu surpris de récupérer ce dont je vous ai dit, qui n'était pas réellement un rôle de régulateur en tant que tel, même s'il y a un aspect économique qui nécessite d'être étudié. Ceci étant, peut-être que ce que vous évoquez nécessite un débat, puisque si j'ai bien lu les différentes auditions, le problème, vous le soulevez assez régulièrement. Ça mérite peut-être un débat à un autre niveau que lors de cette audition uniquement. Merci. Ce sera donc le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir participé à cette audition. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Et je le rappelle, nous sommes à la disposition très volontiers du Parlement pour tout élément d'information concernant ce que nous avons à réguler.